le mardi 15 mars 2016. Allez, on est juste au deuxième jour de cette semaine, si belle semaine en tout cas. On espère aussi pour vous, toute l'équipe du mardi est très ravie de vous servir ce matin du Kenkeliba et quel Kenkeliba. Par exemple, on aura l'opportunité de redécouvrir, si vous l'avez déjà découvert, ou en quoi de connaître si vous ne l'avez encore connu, Karim Fall, de son nom d'artiste Lefa, de membre du groupe Section d'Assaut. Vous le savez, il nous a fait l'amitié de passer vendredi dernier à Kenkeliba et donc la chronique tendance lui consacre, la chronique people pardon, lui consacre ce matin un portrait que signera lors d'une interview Anta Seck qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Anta. Ça va? Très très bien et toi? Oui, ça va très bien, d'autant plus que je te vois ravissante, pimpante, machallah. C'est gentil, c'est gentil. Alors ce matin, tu vas nous parler de Lefa. Exactement, je vais vous parler de Lefa qui est un membre de Section d'Assaut, un membre fondateur du groupe Section d'Assaut. Donc on connaît tous ce groupe avec leur premier tube Désolé. Donc il va un peu nous parler de sa vie privée, qui est Lefa ou encore quelles sont ses convictions. On va regarder ça tout à l'heure. Ça sera dans la deuxième partie. On n'en est pas encore là. Dans la première partie, on aura l'occasion de voir la chronique éducation avec Massa Mbatiane qui revient ce matin sur, entre autres, un concept entre elles. C'est tout simplement une opportunité que le groupe Intelligence a offert à plusieurs jeunes élèves, on va dire quelques 200 jeunes filles élèves, à rencontrer des mentors, leurs mentors, des femmes leaders dans leur domaine. Massa Mbatiane, ce matin, entre autres sujets, donc tu as choisi Entre elles. Oui, Entre elles, donc un concept assez original, mais également aussi qui permet aux jeunes filles vraiment de communier avec des leaders, donc qui suscitent chez elles déjà l'esprit d'entreprendre et l'esprit d'aller le plus loin possible dans leurs études. Nous parlerons également aussi de cette prévention contre Ebola. C'est vrai que ça a disparu au niveau de nos frontières, mais c'est les élèves des gouvernements scolaires qui ont été initiés à des actions pour la prévention. Et nous terminerons par le concours de recrutement des élèves maîtres pour les CRFPE. Donc le concours est bouclé, c'est terminé, les résultats sont sortis. Les candidats heureux ont déjà reçu leur convocation à partir de SMS et à partir de mardi prochain, la formation démarre. Tu nous en diras un peu plus lors de ta chronique. Allez, déjà, on va présenter l'invité. Il s'agit de monsieur Abdulkhadr Diallo. Il est ingénieur en développement mobile. Bonjour monsieur Diallo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, en un seul mot, ça va être facile pour un développeur de parler, de dire ce qu'il sait en un seul mot, parce que vous êtes pratique. Qu'est-ce que l'ingénierat en développement mobile? En gros, c'est toutes les techniques mises en place pour développer et mettre en place des solutions mobiles, Android, iOS et Windows Phone. Alors voilà, vous avez est-ce que le pari a été tenu? Il a tenu le pari. Plus que relevé. Aline Badara Kane, merci. Bonjour, tu vas donc conduire cette interview avec Abdulkhadr Diallo ce matin. Il sera avec un réel plaisir que nous le recevons, un jeune Sénégalais qui a fait sa formation universitaire en France, aujourd'hui ingénieur en développement mobile et qui a décidé de refaire le sens inverse et de revenir donc naturellement au Sénégal pour mettre son expertise au service de son pays qui en a bien besoin. Et on verra justement quelles sont les opportunités qu'offre le développement mobile sur le continent et aussi évidemment au Sénégal. On parlera aussi de décoration. Vous le savez, les mardis, c'est la déco. Ce matin, Moustapha a décidé de nous parler des chambres à coucher, des designs les plus appropriés et surtout les moins coûteux. Vous le savez, une chambre à coucher, c'est, j'allais dire, l'endroit le plus important de la maison, à part la cuisine, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Non, mais pour moi, l'endroit le plus important dans une maison, sont les toilettes. C'est vrai. Je sais pas. Chacun l'appelle le paradis d'ailleurs. Le paradis, pour moi. Bon, après vous me direz pourquoi. Ça dépend. Elle vient en première. Quelle est ma conviction? Il faut une cuisine d'abord pour aller aux toilettes. Bon, on verra tout ça. Le débat est lancé, ça veut dire que cette chronique est importante. Allez, 6h35, je complète le menu avec évidemment le flash, le journal, qui sont l'affaire de René Léon Fonseca. Mais déjà, je vous propose de parler d'horoscope, histoire de savoir comment votre journée va se dérouler. C'est avec Nafisa Hier. Bélier. N'attendez plus pour organiser un tête-à-tête avec ce taureau qui occupe votre esprit. Vous avez l'art de séduire et votre charisme le renversera. Taureau. Une occasion se présentera avec le poisson.
Elle pourrait vous apporter beaucoup de satisfaction si vous ne la laissez pas passer. Gémeaux, attendez-vous à vivre une histoire passionnée avec un natif du Lion. Vous aurez droit à une déclaration enflammée pour votre plus grand bonheur. Cancer, vous aimanterez le Verseau, il vous trouvera irrésistible, vous pourrez tout lui demander, il ne saura rien vous refuser. Lion, vous croisez en Bélier, vous craquerez instantanément et sans aucune résistance. Il ne s'en plaindra pas, car il aura tout fait pour. Vierge, avec le Sagittaire, vous éprouverez le besoin de vous retrouver et de partager du temps à deux. Sans parler, vous vous comprendrez. Balance, votre cœur s'emballe, vos yeux pétillent, votre humeur est joyeuse. Nul doute, vous venez de croiser un Scorpion. Soyez audacieux. Scorpion, qui sortira gagnant de votre casting amoureux, qui relancera votre vie amoureuse. Le Taureau, sensuel et charmant évidemment. Sagittaire, envie de romantisme et de dîner aux chandelles? Choisissez donc de vous rapprocher du Cancer. Il saura vous séduire par sa douceur et ses délicates attentions. Capricorne, une relation durable et sincère pourrait naître d'une rencontre avec le Verseau. Vous n'oserez y croire et pourtant, chaque jour, vous le confirmera davantage. Verseau, le Taureau vous incitera à vous permettre toutes les audaces. On ne vous reconnaîtra plus tellement vous serez à l'aise dans le rôle de séducteur. Poisson, soif de nouveautés, de changement et de fantaisie, c'est le Gémeaux qu'il vous faut. Avec lui, vous aurez l'impression d'être ailleurs. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Merci Nafisa, excellente journée à toi. À 6h37, on poursuit ce magazine. On va parler d'actualité, notamment les temps forts, ou en tout cas les titres de ce qui seront le journal de René à 7h20. Pour l'heure, il est là. René, il nous a rejoint. Bonjour. Bonjour ma fille. Ça va, bien réveillé? Ça va. Tout en bleu et blanc. Bien réveillé ce matin. Ma fille là. La Kenyane. La Maasai. C'est parti pour tes titres. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité. Ce matin, la réalisation très prochainement de pistes rurales dans la commune de Kayar, coût du projet 100 millions de francs CFA. Cet investissement vise à améliorer un meilleur accès des mareyeurs aux ressources halieutiques, mais aussi à développer les potentialités économiques locales de la zone. Et puis, ce chiffre 14 000, c'est le nombre d'agents du ministère de la Santé, révélation de la base de données du ministère obtenue grâce au logiciel IRIS. Il a été adopté et paramétré conformément aux exigences de la tutelle. Ce logiciel open source permet un suivi des différents profils de personnel et des carrières. Explication tout à l'heure. L'actualité hors de nos frontières et on reparle de la Côte d'Ivoire. Au moins 22 personnes ont perdu la vie dans l'attentat perpétré dans la station balnéaire de Grand Bassam. Le président ivoirien a condamné l'attaque avant de décréter un deuil national de 3 jours. La tuerie, je vous le rappelle, a été revendiquée par ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà pour l'essentiel du menu de ce mardi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous, le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci René pour nous avoir donné un aperçu de ce qui sera ton journal. Allez, on poursuit ce magazine. Les premières chroniques vont s'inviter tout de suite. On parle d'éducation. C'est tout de suite. Voilà, l'éducation, Massan Bachan va me rejoindre. Je vous l'avais dit, donc 3 sujets ce matin. On va parler de gouvernement scolaire et de lutte contre Ebola, contre le virus Ebola, même si par ailleurs, donc ce virus n'est pas du tout au Sénégal, mais vous le savez, mieux vaut prévenir que guérir. On parlera aussi du concours d'entrée des élèves maîtres, ce concours justement qui en est à son épilogue. On connaît ceux qui ont réussi à ce concours et comment ils vont faire pour être formés. Mais surtout, on va parler ce matin, en premier lieu, Massan Bachan d'entre elles. Rebonjour. Oui, bonjour Nafi, ça va? Oui, très bien, et toi? Bien, ça va, ça marche. Et l'éducation, comment elle
comment il va? Bon, ça va, c'est vrai qu'il y a un peu de bruit dans quelques couloirs avec des syndicats qui en redemandent encore. Oui. Mais des enseignants engagés à côté également aussi qui poursuivent les cours. Voilà, pendant qu'on s'achemine vers le référendum. Tout à fait. Et surtout aussi des femmes engagées, justement, qui, le jour du 8 mars, ont tout simplement décidé de se poser avec les meilleurs élèves filles du Sénégal pour les présenter à des femmes leaders. Et ça, c'est Intelligence Magazine qui remet ça, parce que je pense que c'est encore heureux de constater quand même qu'Amy Sarr-Fall, chaque année, essaie de voir un peu comment motiver les jeunes filles, comment pistonner les jeunes filles et comment booster un peu aussi leur engagement par rapport donc à l'éducation. Et cette fois-ci, il y a eu 200 jeunes filles qui ont rencontré des mentors. Donc c'est ces 200 jeunes filles qui ont été sélectionnées sur la base de leur performance scolaire et qui étaient accompagnées également aussi de leurs enseignants, ce qui fait un honneur. Donc les mentors devaient les rencontrer, leur parler de leur parcours, leur donner envie de faire encore mieux au niveau de l'école. Et nous allons tout de suite écouter deux personnalités, Amy Sarr-Fall, DG de Intelligence Magazine, et le représentant de M. le Premier ministre, Mme Viviane Bampassi. Ils ont été invités, sélectionnés par leurs établissements, certainement au regard du thème qui tourne autour de la parité. Elles ont compris que pour parvenir à cette parité, il fallait aussi que l'excellence accompagne cette initiative. Elles ont compris que le mérite doit toujours prévaloir dans cette conquête que mènent les femmes depuis plusieurs années maintenant pour parvenir à la parité. Mais par cette valeur sûre qu'est l'excellence, qu'est la persévérance, je pense qu'on peut faire de cette parité une réalité tout en restant ancré dans l'excellence. Bravo les filles! Nous avons fait notre parcours scolaire, universitaire, professionnel, sans bénéficier des opportunités que vous avez aujourd'hui. Parce que vous avez des femmes telles que Mme Sarr, qui prennent de telles initiatives, qui sont accompagnées par les femmes modèles, les femmes leaders que vous avez à vos tables, et qui sont généreuses dans le partage de l'expérience. Et il est toujours bon, quand on est dans un processus de construction, d'avoir à côté de soi quelqu'un qui peut être une sorte de miroir et vers lequel on se projette et qui accompagne par non seulement les valeurs, le partage de l'expérience, qu'elle soit professionnelle, scolaire, et qui vous permet d'avoir une meilleure visibilité de là où vous allez. Vous êtes des jeunes pousses que nous avons l'ambition de pousser, d'aider à émerger. Donc cela c'est une chance et je voudrais encore une fois féliciter Amy pour cette excellente initiative et pour toutes les autres initiatives qu'elle prend en faveur des femmes. Alors tu l'avais dit tout à l'heure, Madame Viviane Bampassi qui a représenté le Premier ministre, d'ailleurs la première femme gouverneure du Sénégal, ne serait-ce qu'elle s'est servi d'exemple, elle était dans le mentorat, même si par ailleurs elle était juste venue pour présider, elle était déjà dans le mentorat, parce qu'elle a certainement servi d'exemple à des, pourquoi pas, de futurs gouverneurs. Oui, je pense qu'une dame qui a suffisamment été offerte un exemple, évidemment, avec sa tenue qu'on a eu l'habitude de voir en tant que gouverneur de région, en tant que préfet, et quand même qui a gravi les marches aujourd'hui et qui est encore ministre. Donc je pense qu'exemple ne pouvait être mieux choisi. Il y a eu également aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient là-bas et nous allons tout de suite écouter la représentante de la première dame, elle aussi, même si elle n'est pas venue, qui est déjà un exemple par rapport à tout ce qu'elle fait. Nous écoutons Fatou Daniel Ndiaye. Je suis très heureuse d'être la marraine de cette édition. Et j'apprécie l'opportunité de ce déjeuner, que ce déjeuner nous donne afin d'échanger ensemble entre les enjeux de l'égalité des sexes, l'autonomisation des futures femmes que vous serez et les liens entre ces concepts et le développement durable. Peut-être certaines d'entre vous me l'ont déjà vu, j'ai participé à l'édition citoyenne organisée par Intelligence Magazine. Et encore une fois, je contribue également à ces sessions-là.
pour pouvoir partager l'expérience et aussi donner des conseils. Et je crois que la journée du 8 mars est une opportunité pour nous de se rappeler encore une fois qu'en tant que femme, on peut faire de très bonnes choses, et surtout en regardant les grandes sœurs et les modèles autour de vous. Et je pense que cette journée aujourd'hui, le thème a été annoncé, c'est la parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes pour un monde équilibré, c'est-à-dire 50-50 en 2030. Donc je pense que ce thème est vraiment très important, et cela démontre qu'aujourd'hui, le rôle de la femme et de la jeune fille est très important dans le développement de notre pays. Et on ne peut pas développer un pays en faisant fi de la moitié de sa population. Parce que les femmes, en général, représentent à peu près 50% de la population. Alors on l'a vu, c'était Fatou Bintou Djibo, que tu avais prévu d'introduire dans la deuxième partie, justement, la représentante résidente du PNUD et par ailleurs marraine de cette troisième édition. Tout à fait. Alors c'est vrai donc, elle est beaucoup revenue sur le rôle de la femme par rapport au schéma de développement. Effectivement, c'est un peu la cheville ouvrière, les femmes du développement. C'est donc un levier très important sur lequel il faut beaucoup s'appuyer pour pouvoir développer nos nations. Maintenant, nous allons revenir sur Fatou Daniel Ndiaye. C'est plaisir que vous voulez passer votre vie avec. Et l'enfant pour tous les gens, pour que tous ces potentiels puissent payer. Et j'avais des postes intéressants, mais je me suis toujours dit que... On revient. Et très honoré même de te compter parmi vos invités. L'importance de l'IAM, que l'IAM accorde à la femme, car vraiment je tenais à Comment ça, il n'y a aucune limite, tous les métiers et toutes les fonctions. Voilà, donc en fait on l'a vu, c'est vrai que la première dame était représentée par Madame Fatou Daniel Ndiaye, mais on aura l'occasion de revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. Mais ce qui est important, Massamba, dans ton élément, c'est justement, on a vu comment faire simplement pour que, en tout cas, les meilleurs élèves du Sénégal puissent avoir déjà envie d'entreprendre, envie de créer. C'est tout simplement en leur faisant justement se rencontrer des filles, enfin des femmes beaucoup plus matures, on va dire des mentors, et effectivement ces jeunes filles-là, des lycées, collèges, mais aussi instituts de formation, justement. Finalement, peut-être ce qu'ils ont eu comme chance, ces filles, et je crois que dans les interventions, ça s'est fait ressentir, c'est que l'opportunité leur a été offerte justement d'avoir en face d'elles des femmes leaders qui pouvaient déjà leur parler de leur parcours. Chance peut-être que n'ont pas eu vous ou moi, en tout cas dans nos parcours respectifs. Oui, je pense que ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est un moment quand même bien choisi, parce qu'en célébrant le 8 mars, on célèbre les femmes. Et je pense qu'il faut être fille d'abord avant d'être femme. Et ce sont ces filles qui demain vont devenir ces femmes qui porteront un peu le développement du pays. Et c'est important. Et vous l'avez dit, c'est déjà un cours extramuros, parce qu'en fait, tout le cours ne peut pas se dérouler au niveau des classes. Il y a une matière, il y a une certaine discipline peut-être qu'on ne peut pas enseigner au niveau de nos écoles sans pouvoir peut-être faire face à des exemples concrets, à des exemples précis. Et je pense que c'était un peu l'objectif de cette rencontre pour célébrer le 8 mars. Et les jeunes filles élèves qui ont participé à cette rencontre, demain, auront la possibilité déjà d'avoir une idée des choix, de possibilités de carrière, mais également aussi de dire que nous avons au moins rencontré ces leaders. Parce qu'en fait, ça casse un certain complexe sur la suite de leur cursus scolaire. Absolument. Ouais. Merci Massamba déjà pour cette première partie. Allez, on va parler aussi de gouvernement scolaire. On n'est d'ailleurs pas loin de tout ça. On va parler de gouvernement scolaire et de santé. Oui, c'était un peu une idée parce qu'en fait, au-delà du fait que tout le Sénégal s'était mobilisé autour de Ebola, on avait quand même senti que dans certains pays et un peu partout en Afrique, il y avait un problème de prévention, que les gens n'étaient pas bien formés, n'étaient pas bien sensibilisés pour pouvoir faire face à ces genres d'endémies, à ces genres d'épidémies. Et je pense que Ebola a fait tressaillir beaucoup d'entre nous pendant qu'il était là. Alors, le
le ministère de l'Éducation nationale, donc à travers l'inspection médicale des écoles, a choisi de continuer la prévention, mais en passant par ce qu'on appelle les gouvernements scolaires. Parce qu'au niveau des gouvernements scolaires, il y a toujours un ministre de la Santé, et c'est l'ensemble de ces ministres de la Santé donc, qui ont été réunis pour qu'on leur parle d'Ebola, qu'on leur dise comment ça se manifeste et qu'on leur explique un peu. Dès que vous êtes devant une situation peut-être semblable ou similaire, en tout cas qui fait peur, comment il faut alerter. Nous allons suivre ce compte rendu de Mortal Diop. Même si la maladie à virus Ebola est déclarée vaincue chez nos voisins de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, les autorités sanitaires du Sénégal ne dorment pas sur leur laurier. Les activités de prévention continuent de plus belle. Cet atelier entre dans ce cadre. Initié par l'inspection médicale des écoles de Dakar, il réunit une vingtaine de chefs de gouvernement scolaires des lycées et collèges de Dakar. Nous allons être formés sur déjà le virus, parce qu'ils vont nous enseigner ce qu'est le virus, les causes du virus, les conséquences du virus, pour qu'on puisse sensibiliser nos établissements scolaires respectifs. Nous qui menons des activités dans les établissements, nous savons que les élèves constituent des relais très importants pour la sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi nous avons choisi 20 établissements et 20 élèves représentant les gouvernements scolaires, accompagnés de 20 encadreurs des enseignants pour recevoir cette formation. Les experts de l'inspection médicale de Dakar et ceux de la région médicale ont tout au long de la journée entretenu les élèves sur les mesures préventives contre cette maladie. Nous avons estimé que si aujourd'hui chaque gouvernement scolaire est informé, sensibilisé, que chaque gouvernement scolaire retourne à son établissement, informe et sensibilise les élèves de cet établissement, que ces derniers, une fois dans les maisons, informent, sensibilisent et prennent toutes les dispositions nécessaires avec les familles pour informer sur la maladie, nous avons ici le meilleur garant pour nous assurer que la maladie à virus Ebola ne sera pas au Sénégal. Au sortir de l'atelier, les chefs de gouvernement vont chacun concocter un programme de sensibilisation pour son école. L'inspection médicale fera le tour des écoles ciblées pour superviser le bon déroulement de ces activités de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola. La sensibilisation contre Ebola par les gouvernements scolaires, donc on l'a vu, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus efficace, ou en tout cas ça peut participer à l'efficacité de la prévention. De la prévention, oui, surtout, parce qu'en fait, l'avantage c'est qu'on s'appuie sur des élèves qui sont des vecteurs d'opinion. Parce que quand vous formez un élève qui représente déjà son gouvernement, il fait un peu la démultiplication au niveau de son gouvernement, et que c'est après maintenant que l'ensemble des écoles, l'ensemble de l'école du moins, va pouvoir peut-être avoir, parce que c'est des forats qu'ils organisent les week-ends, les élèves, les gouvernements scolaires, pour parler avec les élèves. Ils le font au niveau des maladies, ils le font s'il y a des questions d'environnement, ils le font s'il y a des questions sociales sur lesquelles ils doivent discuter, et sur les problèmes de l'école. Donc je pense que déjà, quand un vecteur d'opinion comme ça est formé, c'est vraiment des fusibles qui peuvent aussi démultiplier après pour que les élèves comprennent. Et moi, j'ai bien envie de poser une question à notre invité. Est-ce que, en utilisant une application mobile, on peut aussi participer à la prévention, ou comment les applications mobiles permettent-elles, contribuent-elles à ce type de prévention-là? Est-ce que c'est stratégique? Par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est une application mobile qui permet de faire un diagnostic en ligne et qui permet d'envoyer les résultats en hôpital pour savoir, par exemple, s'il faut transporter le malade en urgence ou pas. Et cet exemple a été développé par un Camerounais qui a développé une tablette médicale qui permet aux gens dans la forêt ou dans les villages de faire un diagnostic cardiaque, tension, etc. et d'envoyer les résultats en hôpital ou en centre de santé pour savoir s'il faut prendre la personne en ambulance ou pas. Évidemment, il faut une puce 4G pour avoir de Internet. Oui, disons 3G. 3G. La 4G, oui, encore, oui. Exactement. Je suis un peu en avance. Mais une puce 4G ou une connexion Wi-Fi plus tard. D'accord. Mais en gros, oui, tout à fait. C'est tout à fait ce genre d'application qui pourrait servir. Merci. Alors, Massamba, évidemment, on va aussi poursuivre avec les résultats du CREM. Le CREM, oui, le concours de recrutement des élèves maîtres. On en a beaucoup parlé cette année. Je pense que finalement, le problème a été vidé. Le concours a été encore réorganisé. Et comme on l'a dit, ça fait quelques années, on est en train de mettre en œuvre une réforme.
La réforme, c'était quoi? C'était que désormais, on ne peut pas faire le concours si on n'a pas le bac. On ne peut pas également aussi prétendre réussir à ce concours si on ne fait pas peut-être les 3 étapes très sélectives pour pouvoir entrer dans cette formation. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons donc pour cette année, les résultats sont sortis. Les élèves maîtres qui ont été recrutés, ils ont déjà reçu une information par rapport déjà à leur admission. Via SMS, on parlait tout à l'heure. Oui, via SMS. D'ailleurs, le SMS a été lancé hier, nous a dit le directeur des examens et concours, et qu'aujourd'hui, normalement, chacun d'entre eux a déjà son SMS qui lui a renseigné sur 2 choses. Que les inscriptions démarrent à partir de ce mardi et que les cours démarrent le mardi prochain. Et le directeur des examens et concours que nous avons interpellé sur la crédibilité de ce concours et sur l'évaluation qui a été faite a répondu. Nous l'écoutons. C'est un concours très transparent. Si vous interrogez les membres du jury de délibération, ils vous diront qu'on convoque le relevé de notes, on convoque les copies, vous voyez, et on fait un va-et-vient entre les copies, les relevés de notes, le reporting et tout ça. Et on connaît qui a corrigé, à quelle heure il a corrigé. Qui a reporté la note, à quelle heure, tout ça, Mirador offre cette possibilité-là. Il faut qu'on sache ce que l'on veut. Si nous voulons un système performant, comme le rappelle souvent M. le ministre de l'Éducation nationale, le premier intrant de qualité, c'est l'enseignant. Il faudrait qu'on recrute des enseignants qui ont une aptitude, qui ont des compétences académiques, mais également qui en veulent, qui ont la vocation d'enseigner. Je crois que ça, c'est des facteurs qu'il faut mettre en jeu. Les meilleurs, c'est la crème que nous prenons. Nous prenons la crème et ils l'ont dit. Parce que les directeurs de centres de formation professionnelle, pédagogique des personnels éducatifs, ils ont dit eux-mêmes que c'est la première fois avec la génération qui est sortie qu'ils reçoivent des enseignants de qualité de cette nature. Ils ont dit que c'est des gosses qui sont très performants, qui ont de très bonnes dispositions. Ils ont été évalués également au plan national. Il y a une rupture au niveau de l'évaluation. Parce qu'avant, c'est chaque CRPE, donc chacun organisait l'évaluation et on envoyait donc les décisions au niveau. Mais actuellement, depuis la réforme, c'est nous qui évaluons. C'est les mêmes épreuves. Voilà, on l'a vu, hein, donc le directeur des examens et concours, mais il a été quand même assez clair, précis. Il faut la crème, d'ailleurs, le concours s'appelle donc crème, concours de recrutement des élèves maîtres. On a besoin quand même pour éduquer nos enfants. Absolument, donc voilà, absolument, tout à fait. On a besoin de la crème pour former nos élèves, pour former nos enfants, c'est important. Je pense que c'est ça aussi l'objectif des réformes. Les gens cherchent toujours comment atteindre le meilleur, mais je pense que jusque-là quand même, c'est vrai, on n'en est pas encore, nous sommes assez nostalgiques des écoles normales régionales, où les gens faisaient peut-être 4 ans à l'internat, où vraiment on sortait avec... Évidemment, ça a un pour, ça a un compte, parce que ces élèves maîtres qui sont passés par ces écoles normales n'ont même pas, presque n'ont pas fait 4 ans ou 5 ans de service. Après, ils sont repartis faire d'autres concours, parce que le niveau était très excellent. Bon, maintenant, à défaut de pouvoir prendre aussi toute cette charge assez compliquée de 4 ans d'internat, de formation, de cours, quand même, si on se fait une sélection sur la base déjà du diplôme, le niveau baccalauréat, plus maintenant peut-être 6 ans de formation plus ou moins organisée, intense, qui permet de toucher la psychologie, la pédagogie, la sociologie. Donc c'est vraiment des modules qui peuvent permettre à un enseignant quand même qui a le bac de pouvoir cerner à peu près comment travailler sur le développement de l'enfant. C'est extrêmement important. Et comme il l'a dit, l'enseignant, c'est le premier intrant quand même de l'éducation. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on faisait la cuisine, si on faisait par exemple du tchéboudienne, si on ne met pas d'huile ou si on ne met pas de sel, on n'a pas ce qu'on veut comme plat. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup Massamba pour cette chronique éducation que tu signes tous les mardis sur Kenkeliba à 6h59 dans 1 minute précisément. On parlera de l'invité, c'est tout de suite justement. Le temps quand même de faire un tour sur ce sujet-là, Massamba, parce qu'il est vraiment important quand même. On parlait de l'enseignant, non seulement de ses prédispositions, mais aussi de ses dispositions. Les prédispositions, certainement, chacun en nous a une prédisposition à pouvoir partager son savoir, mais aussi il faut la pédagogie. Et ce concours d'entrée est fait pour. Je vais faire un tour de plateau. Déjà, une Badara Khan, qu'est-ce que tu penses de ce paradigme?
Bon, c'est même pas un paradigme, c'est une question juste de bon sens. Moi, je suis carrément en phase avec ce responsable-là du ministère de l'Éducation nationale qu'on a eu d'ailleurs à recevoir sur le plateau de Kékéliba. Tous les pays qui ont relevé le défi du développement, en fait, sont passés par l'éducation. L'éducation est gage de succès et gage quand même de prospérité. Et on voit que, par exemple, les dragons asiatiques qui ont rattrapé leur retard en un temps record, mais ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre l'accent sur l'éducation humaine, une éducation de qualité. Et le Sénégal ne peut pas faire autrement. C'est pour cela, moi, je pense qu'on se doit de revoir le système, de le verrouiller davantage pour que la crème, comme je vous l'ai dit, tantôt c'était une blague sous forme de blague, pour que la crème puisse se retrouver dans les classes et donner des cours de qualité aux futures générations. Il n'y a pas autre chemin. Avec une réelle motivation, bien sûr. Mais une crème, il faut la motiver. C'est à l'image de notre invité du jour, qui est revenu de France avec son expertise, mais ces jeunes, il faut les motiver, il faut les mettre dans un environnement favorable pour qu'ils puissent vraiment être motivés et donner le meilleur d'eux-mêmes pour le développement du Sénégal. Après aussi, si on veut vraiment être riche, on va aller faire autre chose que de l'enseignement ou du journalisme. Il y a des métiers, ils ont leur rigueur, et puis on les aime ou on ne les aime pas. Si on veut faire autre chose aussi, on va aller chercher ailleurs. Donc l'enseignement, c'est vraiment un sacerdoce. Abdoul Khadre Diallo, qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis relativement en phase avec M. Kane, dans la mesure où, à l'extérieur, les gens continuent à se développer, à faire de la recherche, parce que l'éducation dans les écoles, dans les lycées, a une place importante. Par exemple, si je prends l'exemple de la France, là-bas, l'éducation limite est gratuite et a une qualité vraiment supérieure. Alors qu'ici au Sénégal, le paradoxe, c'est qu'on paye beaucoup, excusez-moi d'être aussi cash, mais alors qu'à la fin, les jeunes ne sont pas garantis d'avoir un emploi ou au moins d'être compétents. Parce que souvent, quand ils vont en stage ou dans une entreprise, ils sont obligés d'être reformés. Ou souvent, je rencontre une fois un jeune qui m'a dit qu'il est resté 2 ans à rechercher un stage. Ça, c'est aberrant, à mon avis. Et qu'en France, c'est difficile aussi d'être enseignant, apparemment. Voilà, parce que c'est très sélectif. Voilà, il faut d'abord avoir un bac plus 5, en tout cas dans les universités, en tout cas, puis faire une thèse, être maître de conférence. Même les lycées et collèges, il faut avoir un certain niveau. Exactement. Tout à fait. Moustapha, l'éducation. Oui, déjà être enseignant, c'est beaucoup de responsabilités parce qu'il y a des milliers d'enfants, des milliers d'élèves qui passent à travers ces professeurs. Donc déjà, selon moi, il faut être passionné. Et puis voilà, il faut, comme l'a dit Abekane, il faut de la crème aussi pour pouvoir bien enseigner. Et puis enseigner, c'est pas du tout chose facile. Parce que pas du tout facile. J'aimerais bien voir Ante dans une classe. Mais Moustapha, tu as dit une chose importante. Il a dit il faut de la passion. Si on n'est pas passionné par ce que l'on fait, on ne peut pas percer et on ne peut pas transmettre justement cette passion aux personnes qui sont en face de nous. Donc d'abord, il faut croire en ce qu'on fait. Donc un mot extrêmement important. Merci Moustapha. C'est l'intérêt d'une bonne formation. Parce que quand l'enseignant est bien formé, à travers cette formation, à travers l'expertise qui l'encadre, on peut l'amener à aimer le métier. Tout à fait. Anta. Je rejoins un peu ce que Moustapha a dit. Sans amour pour le métier, on ne peut pas enseigner avec amour ce que l'on fait. Et aujourd'hui, on peut voir dans les réseaux sociaux, on utilise un langage plutôt familier, avec beaucoup de fautes d'orthographe. Donc pour moi, il faut vraiment des personnes qui aiment ce métier, qui ont la foi et la patience surtout pour pouvoir rééduquer ces jeunes qui demain auront une très bonne orthographe et surtout les inciter à lire parce que les gens ne lisent plus. Oui, lisez comme le dit Antasek. Alors des mots importants sont sortis, passion, il y a aussi un mot là que je n'ai pas retenu, foi je crois. Patience. Oui, patience, voilà. Patience et aussi la crème pour avoir. La difficulté de l'enseignant, c'est qu'il gère la classe. À la sortie, l'élève est géré par la rue. Ensuite, il est géré par la maison. Vous voyez un peu, nous avons ce que la rue nous donne aujourd'hui. Nous voyons également aussi à la maison ce que les médias nous donnent. Absolument. Donc voilà la difficulté. Il faut que les enseignants soient alertes et être prêts, même s'il le faut, à démarrer leur cours sur des questions d'actualité et de les approfondir. C'est ce que j'allais dire, pas seulement venir et faire comme ça un cours plat, mais évidemment un cours qui épouse les contours de l'actualité, j'allais dire les contours de la vie, parce que donner le savoir, c'est aussi donner la vie. Merci beaucoup Massamba. Pardon ? Il faut actualiser. Il faut actualiser, absolument, actualiser les cours et ne pas prendre des cours d'il y a 15 ans et les dicter comme ça aux élèves ou aux étudiants. Merci à 7h05. Allez, c'est l'heure de l'invité sur Kékéliba. Ce matin, je vous disais, nous recevons M. Abdoul
il est interrogé par Aline Badara Kane. Nous restons toujours dans le monde du savoir, mais cette fois-ci dans un domaine très pointu, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Diallo, qui nous vient de Nanterre, en banlieue parisienne, donc ingénieur en développement mobile, et vous avez même mis sur pied ici au Sénégal, en tout cas une petite structure pour carrément mettre en pratique votre savoir. Un peu partout à travers le monde, on parle de l'économie numérique, on l'a théorisé, c'est même mis en pratique, en tout cas dans beaucoup de pays. Au Sénégal, est-ce qu'on est réellement dans cette dynamique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut bel et bien parler d'économie numérique dans notre pays? À mon humble avis, au Sénégal, il y a plus de discours que d'actions. Parce qu'on ne peut pas parler d'économie numérique s'il n'y a pas de personnes pour, pour soulever ce poids du numérique, en fait. Parce que, par exemple, si on parle du domaine mobile, il faut qu'il y ait des gens qui sachent vraiment développer des applications mobiles. Et développer une application mobile ne veut pas juste dire se mettre devant son ordinateur et travailler. Ça veut dire observer son environnement, voir quelle solution je peux proposer et développer une solution à ce problème. Et cela demande une approche pédagogique, méthodologique, mais personnellement, depuis mes 6 mois au Sénégal, même plus, j'ai pas encore vu de personnes relativement compétentes sur ce plan-là, et j'y travaille. Donc là, vous pointez du doigt un peu la formation, parce que devrait-on la revoir pour qu'elle puisse correspondre aux besoins du marché? Absolument. Et là, c'est un peu drôle parce qu'on rejoint le sujet dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une responsabilité au niveau des enseignants, au niveau des écoles, mais aussi au niveau de l'environnement. Parce que si je prends l'exemple de la France, parce que j'ai fait mes études là-bas, on est isolé, l'environnement nous favorise à la création. On est concentré, on ne perd pas trop de temps dans les transports. À la maison, il n'y a pas trop de bruit, j'ai envie de dire. Donc là-bas, la création de solutions, d'applications est favorisée. Alors qu'ici, déjà à l'école, c'est un peu compliqué, on va dire. Exactement. La famille, dans la maison, on nous demande de faire tout un tas de choses. Donc un jeune étudiant qui a mon âge, qui aimerait créer des choses, souvent il rencontre beaucoup de contraintes. Donc s'il n'est pas très motivé, très déterminé, il peut facilement baisser les bras. Et à côté de ça, évidemment, il y a tout le temps le problème de l'État, qui n'encourage pas forcément, de la meilleure des façons, à mon avis, cette création d'applications ou d'entreprises. Mais pourtant, jamais on a créé autant d'écoles dédiées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. À Dakar, un peu partout, on en voit. Qu'est-ce qui explique alors donc ce retard-là? Parce qu'il y a un problème alors. On voit même des étudiants qui nous viennent des pays de la sous-région. En effet, Et on a même une plateforme, CETIC Dakar. Voilà, CETIC Dakar, un incubateur d'entreprise. Tout à fait. Ces incubateurs, il faut le dire aussi, ont un impact, parce que si je donne l'exemple du CETIC, sans vouloir trop faire mention, ils ont fait un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de francs CFA depuis qu'ils sont là. Et le chiffre d'affaires, c'est pas pour le CETIC, c'est pour les entreprises qui font partie du CETIC. Donc ça, quand même, c'est pas un montant négligeable. Néanmoins, je pense que c'est peu jusque-là, parce qu'il y a encore 160 000 jeunes qui cherchent chaque année de l'emploi, alors qu'il y a juste 40 000 postes dans le public. D'après un chiffre du MEDES, il y a 200 000 jeunes demandeurs d'emploi chaque année pour 40 000 postes dans le public. Ça veut dire que les 160 000 restants doivent créer de l'emploi pour trouver un emploi ailleurs. Donc il est vrai que des initiatives comme les incubateurs, les accélérateurs, c'est bien, mais il faut derrière aussi armer les personnes qui se placent dans ces incubateurs pour qu'elles puissent résoudre des problèmes et créer de la valeur et ainsi s'enrichir ou créer de l'emploi. Mais est-ce qu'un développeur, forcément, il a besoin d'être dans une structure publique pour créer quelque chose? Parce que c'est voilà un monde où on cultive même carrément l'individualisme quand il s'agit de promouvoir, de créer, de mettre sur pied une entreprise, parce que tout est dématérialisé. Absolument. Bon, je rebondis juste sur un terme, pas l'individualisme, mais plus l'autonomie. Voilà. L'autonomie, voilà. Parce que l'individualisme en soi, c'est à éviter, parce que seul, comme on dit, d'une dame. On ne peut pas avancer seul. Cependant, je pense qu'un étudiant qui est dans sa chambre avec un ordinateur et un petit téléphone de 18 000 francs CFA et quand même connexion Internet peut faire beaucoup de choses. Et j'en profite pour inviter les opérateurs à faciliter ce genre d'initiative parce que c'est eux qui détiennent Internet. Donc non, on n'a pas besoin d'être dans un incubateur ou un accélérateur pour créer. Il suffit juste d'avoir une idée
et doser. Et en avançant, on s'améliore. Est-ce que vous êtes conscient de ce grand défi de l'employabilité au Sénégal? Parce qu'en tant que développeur, les gens peuvent également aussi compter sur vous. Parce que vous, il suffit juste de lancer quelque chose et de pouvoir au moins employer 10-15 personnes. Est-ce que là, vous y réfléchissez? Votre contribution? Absolument. Absolument. Si mon ambition n'était pas démesurée, je pense que je n'aurais pas été capable de rentrer au Sénégal. Et moi, aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer directement 1000 entreprises numériques. 1000, hein? 1000. Là, le premier endroit où j'ai entendu parler de ça, c'est en France, et c'est après que j'ai eu cette idée. Mais l'idée, c'est d'avoir un grand espace où les gens viennent pour créer de la valeur, créer de l'emploi, et justement créer une vraie économie numérique au Sénégal qui peut servir d'exemple pour les autres pays africains. Donc vous rêvez d'une Silicon Valley à la sénégalaise, comme ce qui se fait aux États-Unis, c'est-à-dire une zone carrément dédiée aux nouvelles technologies de l'information et aux technologies de pointe surtout. Exactement. Est-ce que cela est possible à l'heure actuelle? Absolument. Vous pensez que absolument, parce que on peut suivre cet exemple américain? Tout à fait, parce que il faut se donner les moyens de son rêve en fait. J'ai envie de dire. Si on avait cet espace-là, ce terrain, nous savons à peu près déjà de quoi nous avons besoin. Enfin, dans chaque salle, vous avez une table, une chaise, une connexion Internet. C'est déjà une entreprise en fait. Après tous les bonus comme café ou Kinkiliva, ça vient après. D'ailleurs, on va vous en servir tout à l'heure. Exactement. Vous en donner. Mais j'ai envie de dire, des fois, on se donne, on s'imagine trop. C'est-à-dire, on se dit que la chose est trop grande ou trop difficile à faire, alors qu'au fond, il suffit de peu pour faire beaucoup. On l'adapte. On l'adapte, exactement. Parce que j'aime pas cette comparaison avec la Silicon Valley, parce que je ne me considère pas américain, je me considère sénégalais. Donc, créons notre modèle, créons notre terme que les Américains eux-mêmes pourront utiliser. Et quel utiliser. serait justement le modèle? Parce qu'on voit aussi que vous utilisez beaucoup de langues africaines de l'Afrique centrale, c'est ça? Oui, tout à fait. Le nationalisme à travers les nouvelles technologies. Absolument. Donc votre entreprise est aussi l'un de vos événements que vous avez parrainé. Tout cela donc sous le sceau de l'africanité. Aujourd'hui, finalement, quelle est la partie de l'Afrique, en tout cas la partie africaine de vos initiatives? C'est une question pas facile à répondre, mais je suis quelqu'un d'engagé depuis maintenant à peu près 5 ans. Engagé dans la mesure où j'étais en France, certes j'étudiais, mais à côté j'avais pas mal d'activités associatives à destination de mes compatriotes sénégalais ou même africains. Et en ce faisant, je me suis, disons, découvert. Parce que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de copier-coller. Je m'habillais comme les Occidentaux, etc. Et en découvrant cela, disons que j'étais devenu fier. Parce que, par exemple, je suis de culture Peul, et la culture Peul est une culture vraiment, comment dire, conservatrice. Donc, dans ce sens-là, je me dis que si un jour on veut développer les pays africains, ou on veut que les jeunes croient en eux-mêmes, il faut d'abord qu'ils se connaissent. Et pour se connaître, il faut d'abord passer par les langues, par la culture, par l'histoire. Dans ce sens-là, à chaque fois que j'ai un produit ou une entreprise à lancer, j'ai développé une application qui me permet de faire une recherche sur les mots, parce qu'il y a 12 langues dans cette application. Et à chaque fois que j'ai une idée, je vais voir par exemple comment on dit espoir dans telle langue, comment on dit volcan dans telle langue, comment on dit se rencontrer. Donc je me dis que la source de notre développement ou de notre avancée doit être vraiment africaine ou doit être ancrée en nous. On ne doit pas aller chercher la solution ailleurs. Cheikh Anta Diop avait dit qu'elle est déjà là en fait. Voilà. Ok. Donc vous pensez nettement que donc vous semblez donc de nouvelles technologies de l'information et de la communication par rapport, par exemple, dans le domaine des applications. Parce que quand vous entrez dans certaines applications qui sont contenues dans Play Store, par exemple, mais la plupart ne correspondent pas à nos besoins, alors que nous, on a des besoins immédiats qu'on se doit de satisfaire. Vous parlez, par exemple, tantôt de ce problème-là sur le plan médical, un peu en Afrique centrale, qui est une réalité, avec la forêt équatoriale et tout. Ici, au Sénégal, le pauvre paysan qui est, par exemple, au fin fond du Baol, qui dépend de l'hivernage, s'il y a des applications qui lui permettraient de savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir, ça lui vraiment permettrait de faire beaucoup de progrès dans son domaine. Est-ce que là, il y a des applications actuellement qui sont sorties et qui sont, disons, disponibles, ou bien qui sont en voie d'être carrément terminées? Bon, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Par contre, il y a un porteur de projet qui m'a approché pour lui développer une application dans le domaine de la santé qui permettrait l'accès à la santé à toute personne.
Par exemple, un exemple simple, je suis en France, j'achète une carte de santé à ma mère, elle utilise cette carte de santé pour aller dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Et ça me permet déjà moi de tracer la dépense des cartes. Parce que beaucoup d'étudiants, enfin beaucoup de personnes de la diaspora envoient de l'argent pour la santé. Mais la traçabilité, oui. Voilà, la traçabilité. Ça peut être dévoyé dans un baptême ou un mariage. Exactement. Donc ça permet vraiment de verrouiller ça et de suivre comment est-ce que l'argent est dépensé au niveau de la santé. Il faut quand même dire qu'au Sénégal, il y a quand même des jeunes qui font qui prennent beaucoup d'initiatives. Moi, je pense que j'ai vu un de mes cousins qui a terminé en télécom et qui a créé avec son ami une application qui permet à chaque fois que vous avez une urgence, que vous puissiez toucher rapidement un hôpital. En fait, le dossier est fait, le travail est fait, tout est là, mais comme vous avez dit, le problème c'est de les coacher et de les aider à même rencontrer des personnalités des hôpitaux. Et donc, il y en a beaucoup d'autres qui ont créé des applications dans ce sens. Il y en a donc ces jeunes-là devraient peut-être, comme il l'a dit, pouvoir se retrouver quelque part, réfléchir ensemble et peut-être avec des coachs, trouver des solutions. Mais je sais que au Sénégal quand même, dans certaines écoles de formation, les gens sortent avec des idées. Évidemment, comme tu l'as dit, il faut les mettre en pratique. Et puis c'est un tout pour que ces applications-là puissent être... C'est toujours dans la même veine que Massamba. Et c'est un tout, puisque pour que ces applications-là puissent être vraiment bénéfiques à la masse, il faudrait que la fracture numérique soit réduite. À l'heure actuelle au Sénégal, est-ce qu'on est en voie de réduire cette fracture numérique? Lancer un appel, oui. Oui, j'en profite vraiment parce qu'avec mes collaborateurs, souvent on a deux problèmes principaux, le courant et la connexion Internet. Parce que bon, au Sénégal, la connexion Internet maximale s'élève à 10 mégas. En France, on est à 100 mégas. Donc, et ça, le 100 mégas, c'est la norme, c'est le minimum. Donc, je pense que si on résolvait ces deux problèmes minimums, sans pour autant faire intervenir l'État, mais je pense que ça pourrait grandement changer les choses et très rapidement. Et pour vous, c'est faisable d'arriver à 100 mégas? Comment il faut faire? Absolument, mettre les infrastructures. Les infrastructures nécessaires. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Abdelkader Diallo. Je rappelle, ingénieur en développement mobile. On aura l'occasion avant la fin de ce magazine de revenir à vous et peut-être les perspectives pour le continent, surtout les jeunes. Allez, on va faire une pause, histoire de vous donner un son que nous propose la réalisation. C'est tout de suite.
alors sur Kinkeliba à exactement 7h20, c'est le rendez-vous du journal. C'est tout de suite. De cette édition commune de Kayar, des pistes rurales dans la commune, bientôt réalisées. À suivre aussi dans ce journal le ministère de la Santé et ses 14 000 agents qui ont été répertoriés grâce à un logiciel. Enfin, Côte d'Ivoire, au moins 22 personnes ont perdu la vie dans l'attentat à Grand Bassam perpétré ce week-end. C'est à toi René. Tout à fait, Nafi, très en forme ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. On parle d'abord de la réalisation très prochainement de pistes rurales dans la commune de Kayar. C'est dans la région de Thiès, coût du projet 100 millions de francs CFA. Cet investissement vise à améliorer un meilleur accès des marailleurs aux ressources halieutiques, mais aussi à développer des potentialités économiques locales de la zone. Le PNDL, le Programme national de développement local, vient de procéder à la signature de la convention. On voit tout cela avec Amidou Diop. Les efforts pour le développement des collectivités locales se multiplient. C'est au tour de la commune de Kayar de sentir les actions de l'État pour un plein épanouissement de ses habitants. À ce titre, l'action du PNDL a été soulignée. Le PNDL, le PUDC, le Fonds 6, le Fonds GIP, j'en passe, toutes ces structures cherchent à financer ou à développer ou en tout cas à créer des infrastructures qui soulagent les populations et leur facilitent leur travail et leurs tâches de tous les jours. La convention de financement que le secrétaire exécutif a signée avec le maire de la commune d'un montant de 100 millions de francs CFA est le prolongement d'une série d'actions que le PNDL a déjà initiées à Kayar. En prenant le parti pris d'accompagner votre collectivité locale, le PNDL a voulu démontrer toute la transversalité de son intervention. Le linéaire de pistes long de 2,5 km qui sera couvert par la convention de financement est d'une importance stratégique pour les habitants de Kayar. Ce tronçon de piste va permettre un meilleur accès des communautés aux zones côtières, d'exploiter les possibilités offertes par les produits halieutiques et d'améliorer substantiellement les revenus des marailleurs de toute la localité. Les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation, commencent à prendre forme ici à Kayar. C'est pourquoi, Monsieur le maire, pour accélérer le rythme de vos réalisations, vous avez bien choisi de travailler aux côtés de Monsieur le Président de la République. Rappelons que le PNDL a déjà injecté dans la région de Thiès un montant de 4,3 milliards de francs CFA à travers la signature de 130 conventions de financement, ce qui a permis de réaliser 478 microprojets répartis dans les secteurs prioritaires d'intervention. Dans l'actualité également, un chiffre, ce chiffre 14 000, c'est le nombre d'agents du ministère de la Santé. Révélation de la base de données du ministère obtenue grâce au logiciel IRIS. Il a été adopté et paramétré conformément aux exigences de la tutelle. Ce logiciel open source permet en tout cas un suivi des différents profils de personnel et des carrières. Synthèse Oumar Diaw. La gestion rationnelle des ressources humaines est essentielle dans tous les secteurs et plus encore dans celui vital de la santé. Le logiciel libre Irish Human Resources Information Solution a été adopté et adapté par le ministère. Irish est un logiciel open source qu'on a eu à paramétrer et à l'adapter à notre environnement. C'est un logiciel qui nous permet de gérer les ressources humaines. Le personnel de santé est disséminé à travers tout le Sénégal. Combien d'agents sont-ils? Quel est leur profil? La constitution d'une base de données sécurisée permet d'avoir une réponse immédiate. Ce logiciel nous a permis d'avoir une base de données qui compte plus de 14 000 agents de santé, les profils de tous les agents de santé qui ont été admis dans cette base-là. Et ça nous permet également de générer des rapports selon la commande des autorités. La DRH du ministère et la cellule informatique ont mis en place une plateforme collaborative et établi des connexions pour mener à bien ce projet soutenu par l'USAID. Nous sommes persuadés que le logiciel IRIS est un outil important pour le renforcement du système de santé car il rend disponible des données instantanées sur le personnel de santé.
Ce logiciel est un instrument d'aide à la décision, surtout pour les mouvements de personnel et les plans de carrière. Nous avons vu des agents qui justement sont oubliés et on ne se rend même pas compte qu'il y a une forme de discrimination entre ceux qui sont bien sages, qui font leur travail, et ceux qui viennent toujours rouspéter ou qui ont des appuis. Donc ça, c'est pas comme ça qu'on gère un personnel. Cet outil facile d'utilisation permet d'avoir une grande visibilité des ressources humaines disponibles, des déficits et des excédents. Un coup d'œil rapide devrait permettre de savoir qui fait quoi à tel endroit sur l'ensemble de la carte sanitaire. L'actualité à l'étranger, en Côte d'Ivoire, la vie a repris à Grand-Bassam à l'image. Au lendemain des attaques, les habitués de la station balnéaire restent traumatisés. La plupart craignent de voir les touristes fuir au lendemain de la première attaque djihadiste qui a fait 22 morts. Dans la foulée, le président ivoirien a condamné l'attaque avant de décréter un deuil national de 3 jours. La tuerie, je vous le rappelle, a été revendiquée par le groupe AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique. Récit de Louise Bizza. Après le Burkina et le Mali, la Côte d'Ivoire vient d'être la cible d'une attaque djihadiste. C'est le premier attentat de ce type dans le pays. La tuerie est l'œuvre d'un commando armé. Bilan, plus de 20 morts dans la station balnéaire très populaire de Grand-Bassam. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui s'est rendu sur les lieux à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, a dénoncé une attaque terroriste revendiquée dans la soirée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle, le calme est revenu et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand-Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le président français François Hollande, quant à lui, a dénoncé un lâche attentat promettant soutien logistique et des renseignements pour retrouver les agresseurs. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rendront demain mardi à Abidjan pour exprimer la solidarité de la France. Les autorités ivoiriennes ont ouvert une enquête dès dimanche. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a déclaré que la police scientifique ivoirienne avait en sa possession un téléphone portable qui permettra aux enquêteurs d'examiner toutes les ramifications et de remonter à la source. Un deuil national de 3 jours a d'ores et déjà été décrété en hommage aux victimes. La Côte d'Ivoire vient de placer la menace terroriste au niveau rouge. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 15 mars 2016, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous le rappelle, l'information c'est aussi en continu sur www.rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Merci beaucoup René Léon, très bonne journée à toi. Et pour te montrer que tu as bien travaillé ce matin, alors je t'offre le fruit du jour. Il s'agit de la mangue, vous le savez, c'est le fruit du manguier, un arbre tropical, un arbre gigantesque, certainement ici sur ce plateau. Comme on a un maximum d'hommes, certainement certains ont eu à grimper sur un arbre pour prendre des mangues, non? Est-ce que ça vous est arrivé à Badara? Jamais? Naturellement, bien sûr, plus d'une fois, Et donc la mangue contient alors ce qu'on appelle le polyphénol. En fait, c'est vraiment un antioxydant, c'est un puissant antioxydant. Autant dire qu'il est bon de consommer de la mangue pour prévenir, tout à l'heure on a parlé de prévention, pour prévenir contre le cancer. En tout cas, c'est un fruit que je vous recommande et aussi on peut le retrouver évidemment un peu partout sur le marché. La saison sera bientôt ouverte. Est-ce que vous connaissez, monsieur Diallo, vous connaissez c'est un puissant laxatif. C'est aussi un laxatif. Le matin. Vous connaissez la mangue? Je sais que j'en mange beaucoup. Vous en mangez beaucoup. Très bien. Massamba Thiam. Sauf que je l'adore, mais malheureusement, on n'en a pas chez nous au Jolof. Ah oui. Oui, mais quand même, moi, dès que j'en rencontre, j'en achète. Et la nuit, surtout, je prends ça au frais. Le soir, après un bon dessert. Et on me dit que c'est un fruit qui a au moins 200 ans dans ce Absolument. Qui a duré. Hein. Voilà, et qui est bon pour le traitement de la fièvre jaune et pour les diarrhées persistantes.
Très bien. Donc autant c'est un laxatif, mais Oui. autant aussi ça régule les diarrhées. Oui, et même les feuilles de mangue sont très utilisées dans les Contre le tétanos et beaucoup d'autres, oui. Absolument. Anta, est-ce que le jus de mangue, ça te dit quelque chose? Alors le jus de mangue, pas trop, mais par contre la mangue en tant que telle, surtout les petites mangues bien jaunâtres, qui sont très très bonnes et qui sont excellentes avec beaucoup de sucre. J'adore manger la mangue, mais le jus de mangue, pas trop. Pas trop. Et surtout attention aux mangues qui ne sont pas du tout mûres. C'est vrai que parfois il arrive qu'on les vende sur le marché, ce n'est pas du tout bon et ça crée beaucoup de problèmes de santé. C'était la Minute Santé sur Kenkeliba à 7h30, une page de publicité et puis retour sur le plateau pour la deuxième et dernière partie de cette émission.